Je vous souhaite la bienvenue à cette première rencontre en format virtuel, rencontre d'information pour le projet REM, pour le secteur Saint-Laurent et Onsic-Cartierville. Je me présente, Pierre Guillot Urtubise, travaille chez National et j'accompagne l'équipe du projet REM pour l'animation de ces séances d'information, de même que pour certains comités de bon voisinage. Alors, on est déjà tout près d'une centaine en ligne. Vous êtes déjà inscrits à l'avance et vous continuez d'entrer dans cette séance virtuelle. Merci beaucoup et bienvenue encore. Alors aujourd'hui, cette séance d'information va porter plus particulièrement sur les stations Montpellier, du Ruisseau et Bois-Franc, ainsi que sur les travaux qui sont prévus dans ces secteurs. Alors, on ne peut ni vous voir ni vous entendre. Les micros et les caméras sont ouverts pour les présentateurs qui vont faire une présentation PowerPoint qui va durer 25-30 minutes et ensuite, ce sera une période de questions. On a reçu une quinzaine de questions à l'avance. Comme vous savez, il était possible de nous soumettre des questions jusqu'au 1er décembre à 13h. Alors, on va donner réponse à toutes ces questions ce soir. Et on les a regroupées par thème parce qu'il y a certaines questions qui sont revenues à plusieurs reprises. Mais on va aussi prendre des questions ce soir. Alors, pour nous les faire parvenir dès ce soir, puis vous pouvez le faire dès maintenant, rien de plus simple, vous n'avez qu'à écrire votre question en allant dans la petite boîte encadrée qui est grise, qui s'appelle « Soumettre une question », qui est située sous la fenêtre où vous pouvez voir les présentateurs, les présentations. Alors, vous ne verrez pas les questions que vous nous envoyez, mais nous, on les reçoit toutes et on va y tenter de toutes y répondre d'ici 20 heures, qui est la date prévue pour la fin de cette assemblée virtuelle. Si on en a quelques-unes en surplus puis qu'on déborde un petit peu 20 heures, on pourra le faire. Si jamais il y a un tel volume de questions qu'on n'est pas en mesure de toutes y répondre ce soir, on va y répondre par écrit dans un document questions-réponses qui sera transmis à tous les participants suite à la rencontre. Vous aurez donc réponse à vos questions, soit ce soir ou soit en consultant ce document. L'Assemblée est enregistrée, elle sera aussi mise sur le site web du projet REM, de même que les présentations que vous allez voir ce soir à l'écran. Donc, vous n'avez pas besoin de prendre de notes, vous allez pouvoir avoir accès à ça sur le site web. You can ask a question in the language of your choice. If you wish to ask a question in English, I'll translate it and we'll make sure that we answer in English if you prefer, and we'll do the translation. Alors, les questions, si elles sont adressées en anglais, j'aurai l'occasion de les traduire en français pour le bénéfice de l'Assemblée, puis on pourra donner les réponses en anglais et en français. Alors, you can also access the English version of the PowerPoint presentation in the English tab. Donc, la présentation anglaise est accessible pour ceux qui souhaitent. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez cliquer en tout temps sur l'icône intitulée « Aide » qui est située en bas à droite et un membre de notre équipe technique vous répondra. Vous pouvez toujours aussi cliquer sur les boîtes qui apparaissent à l'écran pour les grossir au besoin. Par exemple, si vous voyez la présentation en tout petit, allez sur la présentation, cliquez et elle grossira. Donc, avant de débuter cette rencontre, je vais prendre le temps de saluer les élus qui sont présents virtuellement avec nous ce soir. Donc, M. Alain de Souza, bienvenue M. de Souza, maire de l'arrondissement Saint-Laurent. Mme Émilie Tuillier, qui est mairesse de l'arrondissement Onsic-Cartierville et qui est aussi membre du comité exécutif de la Ville de Montréal. Mme Michèle Biron, conseillère d'arrondissement pour le district Norman-McLaren. M. Jacques Cohen, qui est conseiller d'arrondissement pour le district Côte-de-Liesse. M. Francesco Miele, qui est conseiller de ville pour le district Côte-de-Liesse. M. Aref Salem, conseiller de ville pour le district Norman-McLaren. Et Mme Effie Anou, conseillère du district de Bordeaux-Cartierville. Ces élus, à qui je souhaite tous la bienvenue, sont aussi accompagnés de plusieurs représentants de la ville, des arrondissements ou de partenaires. Je vous présente immédiatement les deux personnes qui vont faire la présentation. D'abord, Mme Marie-Michèle Paul, qui est directrice adjointe aux affaires publiques et relations avec la communauté pour le projet REM. Et M. Giovanni Cipolla, qui est chef de l'antenne Deux Montagnes pour Nouvelle Ère
Nouvelle Ère, c'est le consortium qui réalise les travaux du REM. Alors, Mme Paul et M. Paula vont faire la présentation et quand on arrivera à la fin de la présentation, on a déjà indiqué la quinzaine de questions qu'on a reçues à l'avance, se joindront à nous pour y répondre M. Mario Beausoleil, directeur des opérations du REM, M. Christian Ducharme, directeur de l'ingénierie du REM, et Mme Chantal Bolduc, directrice adjointe de l'ingénierie du REM, qui se joindront, comme je le disais, pour la période des questions. Alors donc, sans plus tarder, si ça va à tout le monde, on va mettre à l'écran cette présentation et j'inviterai Mme Paul et M. Cipolla à nous la présenter avant d'aborder la période de questions avec tout le monde. Alors, Mme Paul. Oui, ben merci Pierre. Je suis très heureuse d'être ici ce soir pour vous présenter le projet du réseau express métropolitain dans votre secteur. Donc, tout de suite, le programme de la soirée, on fera une mise en contexte sur le projet. On parlera des stations Montpellier, du Ruisseau et Bois-Franc. Il sera ensuite question des travaux en cours et à venir et on passera à une période de questions comme le mentionnait Pierre. Donc, le REM, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est le plus grand projet de transport collectif des 50 dernières années. C'est un projet de métro léger qui est 100% électrique, mais qui est aussi automatisé, ce qui veut dire qu'il est sans conducteur. Mais évidemment, il y aurait du personnel à travers tout le réseau, là, du personnel de service à la clientèle sur l'ensemble du réseau. Ce que ça veut dire concrètement pour les arrondissements d'Annecy-Cartierville et de Saint-Laurent, c'est la conversion de 3 gares de train d'Exo en 3 stations de métro du REM, donc les stations Montpellier, du Ruisseau et Bois-Franc. C'est la construction d'une nouvelle station de correspondance avec la ligne Mascouche, la station Côte-de-Liesse. C'est aussi la construction de la station Marie-Curie dans le secteur du Technoparc pour desservir ce pôle d'emploi important. Le REM, c'est une nouvelle offre de service. C'est un système à haute fréquence, 20 heures par jour, 7 jours sur 7, qui va être connecté au métro de Montréal, à la station Édouard-Montpetit, McGill et Bonaventure. Tout de suite, je voulais revenir sur une annonce que nous avons faite il y a quelques semaines. Donc, l'échéancier de mise en service du projet a été décalé, d'abord en raison de retards qui sont imputables à la COVID-19, mais aussi à cause de 2 enjeux importants qui sont liés au tunnel du Mont-Royal. Donc, le premier enjeu, c'est l'état de dégradation beaucoup plus grand qu'anticipé sur une portion du tunnel, donc dans le secteur de McGill. Le deuxième enjeu, c'est une détonation imprévue d'une charge explosive centenaire dans le tunnel. Donc, une charge qui a servi à la construction du tunnel et qui a détonné. Donc, ça a mené à la mise en place de mesures de santé et sécurité très importantes et non prévues. Vous comprendrez que pour toute l'équipe du REM et de Nouvelle Ère, la sécurité des employés et du public, c'est un élément qui est non négociable. Et donc, des mesures très musclées ont dû être mises en place. Ce que ça veut dire concrètement pour vous, c'est que la mise en service du tronçon entre la gare centrale et du Ruisseau est décalée à l'automne 2023, que la portion entre du Ruisseau et Pierrefonds-Roxboro est décalée au printemps 2024 et que la portion entre Pierrefonds-Roxboro et de Montagne est décalée à l'automne 2024. Évidemment, toutes les mesures mises en place par Mobilité Montréal, donc depuis la fermeture de la ligne de Montagne, seront toujours effectives jusqu'à la mise en service du REM. Donc, malgré ce décalage dans l'échéancier, le projet avance. 4 voitures du REM ont été livrées et sont maintenant au centre d'entretien de la station Brossard. Elles sont présentement préparées en vue de la période d'essai sur les voies qui va démarrer sur la rive sud là, dans les prochaines semaines. Donc, d'ici quelques semaines, dans le secteur du quartier du 30, vous pourrez voir les premières voitures du REM circuler. On arrive dans le vif du sujet, les stations Montpellier, du Ruisseau et Bois-Franc. Donc, ce que je vais vous présenter dans cette partie de la présentation, ce sont les plans d'implantation des stations. Donc, des représentations schématiques de l'emplacement des stations, mais aussi des accès autour des stations.
Je vais aussi vous montrer des rendus architecturaux, donc des images de ce qu'auront de l'air les futures stations du REM dans votre secteur. Les plans d'implantation et les rendus architecturaux sont disponibles dans la section stations de notre site web. Un mot sur l'architecture des stations avant de poursuivre avec les plans d'implantation. Donc, les stations sont pensées pour s'intégrer harmonieusement au quartier. Il y a une signature architecturale forte qui a été développée. Je vous présente ici 3 éléments de la signature architecturale et vous pourrez voir tantôt quand je vais vous présenter les images des stations, vous allez retrouver ces éléments-là. Donc, les lignes pour l'effet de mouvement. Donc, on parle de lignes horizontales qui représentent le déplacement des voitures et de lignes verticales qui représentent le déplacement des usagers. Le deuxième élément distinctif, c'est la présence du vert pour la transparence, mais aussi pour l'effet d'éclairage naturel. Finalement, le troisième élément, c'est la présence du bois, qui est une matière première importante au Québec. Donc, le bois pour la chaleur, mais aussi pour la marque identitaire. Ça nous amène au plan d'implantation de la station Montpellier. Avant d'entrer directement là, dans les détails de ce plan-là, je vais quand même vous expliquer comment bien comprendre là, ce que vous voyez à l'écran. Donc, en vert, ce qu'on voit, c'est la station du REM et les voies ferroviaires. En orange, c'est le parcours cycliste. En bleu pâle, c'est le parcours piéton. Et les carrés noirs que vous voyez, ce sont les infrastructures connexes aux stations. Donc, les quais pour le transport adapté, les stationnements de taxis, les aires de dépose minute. Finalement, les pastilles bleues, ce sont les arrêts d'autobus. Et là, ce qu'on voit, ce sont les arrêts d'autobus actuels. Donc, vous savez, la STM va procéder à une refonte de son réseau d'autobus pour bien desservir le REM. Donc, en ce moment, il est trop tôt pour dire s'il va y avoir des changements au niveau des arrêts d'autobus. Pour les besoins du plan d'implantation, on a mis les arrêts qui sont en vigueur en ce moment. Donc, ça va être le même concept là, pour l'ensemble des plans d'implantation que je vais vous présenter ce soir. Ce qu'on voit ici, la station Montpellier, donc, elle est située au même emplacement que la gare d'Exo. Donc, les différentes façons d'accéder à la station restent les mêmes. Ce qu'on voit sur la prochaine image, c'est la station Montpellier. Donc, à quoi va ressembler la station Montpellier dans votre secteur? Je vous ai dit, il y a des débarcadères pour le transport adapté qui vont se situer au nord de la station. Il y aura au sud 6 espaces de dépose minute. Il y aura également à cette station 60 espaces pour les vélos. Et la nouveauté, en fait, c'est qu'on va venir planter une rangée d'arbres entre les quais et les résidences pour créer un écran d'intimité, là, en fait, pour les riverains de la station. Le second plan d'implantation, c'est celui de la station du Ruisseau. Donc, tout comme la station Montpellier, la station du Ruisseau est située au même emplacement que la gare d'Exo. L'accès se fait par deux entrées de chaque côté de la voie ferroviaire, donc au sud par le boulevard Henri Bourassa, au nord via le stationnement. Donc, ce qu'on ne voyait pas en fait sur le précédent plan d'implantation, c'est les espaces de stationnement parce qu'à la station Montpellier, il n'y en a pas. Donc, à la station du Ruisseau, on peut voir en bleu mauve là, les espaces de stationnement qui sont les mêmes que ceux pour la gare d'Exo. Donc, il y aura environ 1060 places de stationnement, 6 places de dépose minute. La nouveauté dans ce secteur, c'est qu'on va aménager un passage souterrain multifonctionnel pour permettre aux usagers et aux riverains de traverser de part et d'autre des voies du REM. Ce passage-là va être aménagé au niveau des rues Jean-Massé et du Trissac. Finalement, il y aura une nouvelle connexion vers la station à partir de la piste cyclable existante. Et il y aura 45 espaces à vélo à cette station. Une vue de la station du Ruisseau, qui est une vue qui a déjà circulé, là, qui est disponible sur notre site web, où on voit la placette d'entrée aménagée de la station. La vue à l'intérieur maintenant de la station du Ruisseau.
On y retrouve là, les éléments architecturaux distinctifs dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais aussi on retrouve un élément qui est particulier au REM et qui est nouveau en fait au Québec, c'est le fait que les quais seront séparés des rails par un système de portes palières. Donc, c'est des portes qui s'ouvriront uniquement à l'arrivée du REM. C'est une technologie, en fait, qui permet de minimiser les interruptions de service, mais aussi d'accroître votre sécurité. Le dernier plan d'implantation de la soirée, c'est celui de la station Bois-Franc. Donc, la station Bois-Franc est située un peu plus à l'ouest que la gare Exo Bois-Franc. Ça nous a permis, en fait, de commencer la construction alors que le train continuait à circuler sur les rails. Cette station est située stratégiquement au centre du réseau. Donc, c'est la dernière station avant la séparation du REM en 3 antennes. Au nord, l'accès à la station se fera par la rue Keller et par le boulevard Marcel-Lorrain. Il y a une nouvelle jonction qui sera ajoutée à la piste cyclable existante qui descend du boulevard Keller vers la station. Au sud, l'accès à la station va être possible par la rue Wilfrid Reed et par le boulevard Marcel-Lorrain. Finalement, au niveau de l'accès cyclable au sud, il est toujours en cours d'élaboration. Il y aura environ 740 espaces de stationnement à cette station, 10 places de dépôt minutes et 120 espaces pour les vélos. Une vue de la station Bois-Franc, donc c'est la vue qu'auront les usagers quand ils arriveront du stationnement. Et finalement, la dernière image que j'ai à vous présenter ce soir, c'est une vue intérieure de la station Bois-Franc. Un des éléments que j'ai pas encore mentionné, c'est que les stations du REM seront accessibles universellement. Elles seront notamment équipées d'ascenseurs. Donc, ça va permettre les déplacements, ça va permettre en fait de faciliter les déplacements pour les personnes à mobilité réduite, mais aussi pour les cyclistes, les parents avec leurs poussettes et peut-être, on ne sait pas si on peut recommencer à voyager un jour, les voyageurs qui transportent leurs valises. Donc, ça conclut ce que j'avais à vous présenter de mon côté. Je vais céder la parole à Pierre pour la suite de la présentation. Merci beaucoup, Mme Paul. Alors, on arrive maintenant à la section des travaux en cours et à venir. Restez avec nous pour la période de questions, Mme Paul. Je cède maintenant la parole à Giovanni Cipolla pour la suite de la présentation. Giovanni. Alors, merci Pierre, merci Marie-Michel. Donc, alors bonsoir tout le monde et merci d'avoir pris le temps d'assister à cette rencontre d'information. On peut passer à la prochaine diapo. Parfait. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, nous vous présentons une carte de l'ensemble des travaux dans votre secteur. Mais avant de débuter la présentation, j'aimerais faire un retour sur l'ensemble des travaux qui ont été déjà effectués depuis le début du projet. Depuis 2018, et malgré le fait que le service d'Exo était encore en fonction, nous avons été en mesure d'avancer sur plusieurs éléments du segment. Nous avons entrepris l'ensemble des réfections phase 1 des structures du boulevard Côte-Vertu, du boulevard Henri-Bourassa, de la rue Grenet et du boulevard Marcel-Lorrain. Depuis l'arrêt du service dans la première section du segment, nous avons été en mesure de compléter les phases 2 des travaux de réfection des structures des ponts Côte-Vertu et Henri-Bourassa, finissant ainsi les travaux sur ces structures-là. La localisation spécifique de la station Bois-Franc nous a permis de débuter la construction de celle-ci avant l'arrêt du service de la première partie. La construction de cette station est bien avancée comparativement aux autres stations qui sont présentement en cours d'exécution. Nous avons été contraints d'attendre l'arrêt de service afin de débuter la construction des stations Montpellier et du Ruisseau en raison de leur localisation. Actuellement, et comme vous serez en mesure de constater lors de la présentation, l'avancement de ces stations progresse très bien. Pour la partie linéaire, les travaux qui ont été effectués à ce jour sont la construction de la fondation des futures voies du REM entre la station Montpellier et du Ruisseau. Nous affairons à finaliser, avant le congé des fêtes, la construction des fondations des murs anti-bruit. Dès le printemps prochain, les nouvelles voies du REM seront installées et sur son tronçon ainsi que sur les travaux subséquents pour finaliser l'installation de tous les systèmes électriques pour l'alimentation du REM. Les travaux qui seront entrepris en 2021 seront la construction des futurs passages supérieurs du REM au-dessus du boulevard O'Brien et Toupin, ainsi que l'ensemble des travaux linéaires afin de permettre la mise en place des nouvelles voies du REM en 2022.
Donc, on va passer à la prochaine diapo qui est un montage vidéo en accéléré de la construction de la station Montpellier. Donc, on peut partir le vidéo. Donc, nous vous présentons dans la vidéo l'évolution des différentes phases de construction de la station Montpellier. En raison de la proximité de la station avec les bâtiments avoisinants, nous avons construit un mur de soutènement afin de nous permettre de procéder avec l'excavation de la partie inférieure de la station. Vu le fait que la station est adjacente au pont existant du boulevard Côte-Vertu, une grande partie de la station sera construite sous les voies du REM pour accommoder l'élévation actuelle du rail. Comme vous le constatez dans la vidéo, une fois les excavations finalisées, nous débutons avec la construction de toute la section inférieure de la station en béton, soit la construction des radiers structuraux, la construction des murs extérieurs de la station, la construction des colonnes intérieures pour supporter les voies de circulation du REM, la construction de la dalle structurelle qui supporte les voies du REM. Ceci est l'avancement actuel. Nous allons poursuivre nos travaux afin de pouvoir installer la structure d'acier de la station au mois de février de l'année prochaine. Donc, maintenant, on va vous présenter un petit peu de façon individuelle chaque élément du segment. Donc, on va en commençant par la station Montpellier avec les travaux à venir en 2021. Donc, comme je vous ai informé, l'installation de la structure d'acier va s'effectuer au mois de février l'année prochaine. On va poursuivre ensuite avec la construction et la mise en place du revêtement extérieur de la station. Et une fois ceci terminé, on va enchaîner avec les travaux électromécaniques à l'intérieur de la station. À partir du printemps, on va s'affairer avec les travaux à l'intérieur de la station pour commencer la finalisation de celle-ci. Vu l'emplacement de la station, il n'y a aucun impact sur la circulation pour cette station. On pourrait passer à la prochaine. Comme la station de Montpellier, la station du Ruisseau, les mêmes types de travaux vont s'effectuer. Pour présentement, on s'affaire à finaliser l'ensemble des fondations de la station et dès l'hiver prochain, dès qu'on arrive au mois de février, on va commencer avec l'installation de la structure d'acier qui va s'enchaîner par la suite avec la mise en place de l'ensemble du revêtement extérieur de la station ainsi que les travaux électromécaniques de la station. À partir de l'été, on va s'affairer aussi à faire les travaux de finition intérieure de la station. Pour cette station ici, vu la proximité de la station avec le boulevard Henri Bourassa, on a été contraint de fermer une voie de droite en direction est sur le boulevard Henri Bourassa afin de permettre la réalisation des travaux de cette station. On peut passer à la prochaine. Donc, pour la station Boisfranc, présentement, on est en train de s'affairer à faire la finition intérieure et extérieure de la station. La fenestration est déjà installée, la toiture est déjà finalisée sur cette station. Donc, l'année prochaine, on va s'affairer à commencer à faire la reconfiguration des stationnements de la station, aussi la reconfiguration des accès routiers à partir de Marcel-Lorrain et la construction d'un passage quai à quai qui est souterrain, qui présentement ne peut pas s'effectuer puisque le service n'est pas encore arrêté. Les impacts sur la circulation vont être des entraves ponctuelles sur Marcel-Lorrain afin de faire la reconfiguration de l'entrée à la station. On peut passer à la prochaine. Pour ce qui est des travaux de l'emprise, certains travaux, comme je vous ai dit tantôt, ont déjà commencé entre la station Montpellier et du Ruisseau. Les travaux sont bien avancés, donc dès le printemps prochain, on va commencer à installer les rails à cet emplacement-là. Dès le mois de janvier, avec l'arrêt du service qui a été annoncé, nous allons nous affairer au mois de janvier-février avec l'enlèvement des caténaires et des voies existantes. On va commencer à faire l'excavation de l'ensemble du ballast existant et ensuite, on va commencer avec le forage des bases caténaires pour le nouveau système du REM. Il y a aussi une section de voie qui va être doublée puisque présentement, la voie double du train de Exo finit à Boisfranc. Donc, puisque le nouveau système du REM est en voie double, donc on commence nos travaux à partir de la station Boisfranc en allant vers le nord à doubler la voie existante. On va passer à la prochaine. Donc, comme expliqué tantôt, les ponts Henri Bourassa et Côte-Vertu ont déjà été finis. Les phases 2 des ponts Grenet et Marcel-Lorrain vont être effectuées seulement avec l'arrêt du service parce qu'on a besoin d'avoir accès au tablier de ces ponts-là.
Donc, dès l'arrêt de service, au mois de, on vous dirait au printemps, dès que la température le permet, on va commencer ces travaux de réfection de phase 2 et la durée de ces travaux va être approximativement de 3 mois. Vu la circulation de le secteur et comme qu'on l'a fait lors de la première phase, on ne peut pas fermer les voies en même temps. Ils vont être faits en alternance, puis les travaux restants à effectuer en termes de réparation vont seulement demander quelques fermetures très ponctuelles sur la circulation afin de finaliser ces travaux-là. On peut passer à la prochaine. Donc, des quartiers plus sécuritaires. Grâce à la construction des 2 nouveaux passages supérieurs du REM au croisement des boulevards existants, nous venons de rendre plus sécuritaires ces axes routiers. Effectivement, en raison de l'opération sans conducteur du REM, nous devons maintenant séparer les voies de circulation des voies ferroviaires. Ceci implique le démantèlement des passages à niveau et l'enlèvement permanent des barrières pour les trains qui vont s'effectuer dès le mois de janvier. On peut passer à la prochaine. Donc, pour la conversion des passages à niveau, les travaux à venir sont la préparation et la construction des étagements ferroviaires, donc au boulevard O'Brien et au boulevard Toupin. La durée approximative des travaux va être de 8 mois en partant à partir du mois de mai. Donc, ces structures-là devraient être terminées avant la fin 2021. Pour ce qui est des impacts sur la circulation, il va y avoir des entraves ponctuelles afin de faire l'installation de chantiers pour être capable de réaliser les travaux. Et il y aura aussi quelques fermetures complètes afin de faire certains travaux ponctuels afin d'installer la structure d'acier et finaliser certains travaux. On peut passer à la prochaine. Donc, on va vous expliquer un petit peu la séquence de construction de ces passages, de ces nouveaux structures qui vont être construites. Donc, la première étape, c'est d'effectuer le déplacement des utilités publiques qui sont présentement en place, qui sont en conflit avec les fondations qui doivent être mises en place pour la construction de ces ponts-là. On peut passer à la prochaine. Donc, une fois les utilités publiques déplacées, la prochaine étape, c'est de venir faire les fondations profondes des structures. Une fois ces travaux-là complétés, on va passer à la construction des piliers et des chevêtres des ponts, suivi par la construction des approches de chacun des ponts. Une fois que les approches sont finalisées, on vient installer les poutres des ponts. Donc, on finalise vraiment la voie ferroviaire. Une fois que ces travaux-là sont finis, par la suite, on commence à faire l'installation du rail et du système caténaire. Et une fois l'ensemble de ces travaux-là finalisés, bien là, c'est la remise à GPMM et ensuite la mise en place des trains pour livrer le REM. Donc, on peut passer à la prochaine. Donc, on est déjà en train de construire certains murs anti-bruit sur le segment dans la première partie qu'on avait accès. L'analyse acoustique a été finalisée à cet emplacement et s'en vient pour le reste du segment. Donc, on est en train de s'affairer à finaliser les structures de fondation pour ces murs-là. Il y a 2 sections de murs qui sont dans le secteur entre la station Montpellier, ou près de la station Montpellier jusqu'à Du-Ruisseau. Il y a un premier mur qui est au sud du boulevard Côte-Vertu, qui, lui, les fondations ne sont pas encore construites. On va attendre au printemps prochain, vu certains délais dans la construction de la voie. Puis on a préféré de finaliser la construction de la voie et remettre ces travaux-là à l'année prochaine. Et l'ensemble des murs de fondation pour la section entre la station Montpellier et Du-Ruisseau, eux, sont finis. Donc, ceux-là vont être finalisés avant le congé des fêtes. Et on va poursuivre avec l'installation du mur anti-bruit en revenant des fêtes. On peut passer à la prochaine. Donc, on vous montre une vue en coupe de qu'est-ce que va avoir l'air l'emprise ferroviaire une fois les travaux finis. Donc, comme vous pouvez voir, à certains endroits, on va maintenir les clôtures existantes et on va mettre les nouvelles clôtures entrée-intrusion du côté intérieur de la voie du REM, suivi d'un aménagement paysager latéral de chacun des abords de la voie. Et au centre, on a les 2 voies du REM qui circulent. Puis vous pouvez voir le positionnement des murs anti-bruit. Le positionnement a été vraiment fait afin de réduire à la source le bruit produit des trains. Donc, le plus qu'on colle ces murs-là près des trains, le plus ça permet d'avoir des murs moins hauts et aussi d'être le plus efficace possible afin d'atténuer le bruit émanant des trains. On peut passer à la prochaine.
Donc, les travaux à suivre en 2021, c'est 3 stations fermées. Il y a 2 étagements ferroviaires, donc O'Brien et Toupin, les travaux de pont et ensuite la poursuite des travaux dans l'emprise ferroviaire. Et c'est tout pour ma présentation. Puis je vous remercie encore d'être présent ce soir. Merci beaucoup. Merci. Hey, Giovanni, je m'excuse, Pierre, je prends la parole par-dessus toi parce que je vais, avant de te laisser la parole, présenter les différentes façons de nous contacter. Donc, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez aussi communiquer avec nous par téléphone si vous avez des questions ou des plaintes en lien avec les travaux et également par courriel à l'adresse info.rem.info. Finalement, consultez notre site web à rem.info. Et je te cède la parole, Pierre. Merci beaucoup. Merci Marie-Michel. Merci Giovanni. Alors, comme je l'avais dit, on avait une présentation d'environ 25 minutes. On est dans les temps. On arrive maintenant à la période des questions. Il y a des questions qui nous ont été soumises à l'avance. C'est d'abord celles-ci qu'on va prendre. Elles sont sur la présentation qu'on va continuer à présenter à l'écran. Alors, pour répondre à ces questions-là, j'invite, comme je le disais tout à l'heure, Mario Beausoleil, directeur des opérations du REM, Christian Ducharme, directeur de l'ingénierie du REM, et Chantal Bolduc, directrice adjointe à l'ingénierie du REM, à se joindre à nous. Nos gens de Digicast, que je remercie pour leur gestion logistique de cette assemblée, vont vous les faire apparaître à l'écran. Alors, donc, on a reçu une quinzaine de questions avant le 1er décembre. On les a regroupées. Les premières sont sur les enjeux d'aménagement. Alors, ça sera Mme Bolduc et M. Ducharme qui y répondront. Alors, la première, à la station Montpellier, est-ce que le trafic supplémentaire, piétons, vélos, autobus, auto, taxi, à la suite de l'implantation de la nouvelle station REM, a été pris en considération? Et y aura-t-il un réaménagement de l'intersection Muir-Côte-Vertu, commerce, les voies, les feux de priorité, de virage, etc.? Alors, peut-être, Mme Bolduc, en réponse à cette question. Bonsoir. Donc, il y a une étude de circulation qui a été réalisée dans le secteur, comme pour la plupart de nos stations aussi. C'est certain qu'à la station du Ruisseau, Montpellier, les accès sont les mêmes. Ceux qui sont aménagés demeurent les mêmes. Donc, on s'attend à ce que les gens arrivent à la station au moyen des mêmes façons qu'aujourd'hui par les trains exo, soit à pied, par autobus, au moyen du dépose-minute. Au niveau de la fluidité, on s'attend donc à moins de problèmes par rapport à la situation actuelle. On s'attend à une situation qui va être fluide due à la grande fréquence des trains. Donc, les gens, les arrivées vont se faire de façon plus fréquente, plus rapprochée, puis la même chose pour les départs. Merci beaucoup. Alors, une autre question pour vous, Mme Bolduc. À la station du Ruisseau, est-ce que c'est possible de connaître la hauteur de la station ainsi que l'emplacement de la billetterie? Donc, la hauteur de la station, tout dépendant de quel côté on se trouve, si on est du côté du stationnement, ce qui va être perceptible, c'est à peu près 6,7 mètres. Puis, du côté du boulevard Henri Bourassa, on va avoir une hauteur d'à peu près 8,6 entre le boulevard et le toit de la station. Au niveau des billetteries, donc, il y aura des distributrices automatiques de titres à chacun des accès, soit du côté du stationnement ou soit par votre arrivée par le boulevard Henri Bourassa. Merci beaucoup. Une autre question pour vous. À la station du Ruisseau, est-ce que le tunnel pour les piétons et cyclistes au niveau de Dutrissac est confirmé? Puis avant de vous donner la chance de répondre, je rappelle à tous les gens que vous pouvez nous soumettre des questions ce soir. Là, on en a reçu déjà une dizaine en cliquant sur la petite boîte « Soumettre une question ». Alors, le tunnel pour les piétons et cyclistes au niveau de Dutrissac, Mme Bolduc, est-il confirmé? Oui. On a un tunnel qui est intégré au projet du REM, qui est en cours de développement. Ce tunnel va relier la rue du Trissac à la rue Jean-Massé au moyen de transport actif, donc au moyen de passage piéton-vélo. Merci beaucoup. Quelques questions pour M. Christian Ducharme. Dans le plan d'implantation de la station Bois-Franc, on peut lire la mention « Raccordement au boulevard Henri Bourassa, toujours à l'étude », avec un point de référence tout juste au sud de la boucle d'autobus et de l'entrée de la station. Est-ce que cet accès
est finalement prévu ou il est toujours à l'étude? Oui, bonsoir Pierre, merci pour la question. Si on indiquait que le projet est à l'étude, c'est qu'on travaille avec la Ville de Montréal sur ce lien-là. Il faut savoir que c'est un projet, en fait, qui est parrainé par la Ville de Montréal. Donc, la décision va appartenir à la Ville si le lien va être réalisé ou non. Dans tous les cas, on s'est assuré que la conception de la station puis des accès soient compatibles avec ce que la Ville souhaite faire éventuellement. Merci beaucoup. Alors, la 5e question reçue à l'avance. À la station Bois-Franc, toujours pour vous, M. Ducharme, quels facteurs ont favorisé l'option d'une station à quais latéraux plutôt qu'une station à quai central pour desservir la correspondance entre les différentes branches? Oui, alors dans ce genre de mode de transport-là, un peu comme dans le métro, on favorise toujours les quais latéraux si on n'est pas au bout des lignes. Puis la raison, c'est que ça rend les mouvements plus fluides pour les passagers. Alors imaginez le matin, vous devez aller prendre le train. Si la station est à quai central, vous allez devoir à tout coup passer sous les voies pour soit aller prendre le train le matin, puis le soir, débarquer du train, retourner à la maison. Alors que si les quais sont latéraux, une fois sur deux, vous allez éviter ça. Alors, ça fait des mouvements plus fluides. Aussi, pour la clientèle, avoir un quai central qui n'est pas à la fin d'une ligne, ça peut causer de la confusion sur quel sens on doit aller. Alors que les quais latéraux permettent de mieux départager les directions. Puis aussi, sur les embarquements, les débarquements de train, quand les populations sont séparées, ça fait encore une fois des mouvements beaucoup plus fluides. Alors, c'est vraiment une question de système de transport puis comment on gère la clientèle, là. Aussi, un autre avantage, c'est qu'imaginez, si vous avez une station à quai central, les voies ferroviaires sont plus écartées. Donc, ça nous enlève beaucoup de flexibilité pour aller placer ensuite des aiguillages qui vont nous permettre de passer d'une voie ferrée à l'autre le long du tracé. Alors, c'est une autre des raisons pourquoi on a tendance à favoriser des quais latéraux dans des stations qui ne sont pas en bout de ligne. Merci. Merci beaucoup pour cette réponse. On entend, vous avez peut-être remarqué, quelques bruits de vaisselle. Il y a peut-être un intervenant dont le micro pourrait être fermé s'il ne répond pas aux questions. Ça éviterait qu'on entende ces bruits. Alors, autre question pour vous, Monsieur Ducharme. Est-ce que l'architecture de la station du Ruisseau absorbera le bruit de circulation d'Henri Bourassa plutôt que de refléter ce bruit vers les habitations le long du Trissac et du croissant du Ruisseau? Donc, qu'en est-il? Oui. Alors, c'est une bonne question. Effectivement, la station, on l'a vu tantôt, là, va être construite en verre, essentiellement, en béton en verre. Alors, il serait pour dire que ça va absorber le bruit. Par contre, vous savez, on fait des modélisations sonores. Giovanni en a parlé un peu tantôt. Puis dans ces modélisations-là, on a pris soin de tenir compte de cet effet. Les modélisations démontrent qu'il n'y a pas d'impact significatif pour les voisins. Alors, si éventuellement, une fois la mise en service complétée, il y en avait, puis je suis sûr qu'on aura des questions un peu plus là-dessus plus tard. On pourra venir mettre des mesures de mitigation pour corriger le tir. Merci beaucoup. Alors, je vous indique déjà qu'on a une douzaine de questions du public qui ont été inscrites ce soir. Puis j'invite les gens à continuer à utiliser la boîte soumettre une question. Alors, autre question pour M. Ducharme. Bien que vous affirmez que le REM sera moins bruyant que l'actuel train électrique de la ligne 2 Montagne, pourquoi êtes-vous incapable de nous donner en décibels le bruit que feront les trains à 2 wagons et ceux à 4 wagons? Alors, peut-être déjà nous dire 2 wagons, 4 wagons, qu'est-ce qu'il y en a exactement? Bon, on va circuler parfois à 2 wagons, parfois on dit des voitures, mais bon, parfois à 2 voitures, parfois à 4 voitures. Ça dépend du moment de la journée. Mais ce qui est important dans cette science-là, je vous dirais qu'il est extrêmement complexe, c'est en fait, c'est pas vraiment le bruit des voitures, c'est le bruit, évidemment, que les gens vont percevoir autour d'eux. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris en compte tous les facteurs pour aller simuler l'ambiance sonore. Puis, on est arrivé, comme vous l'avez aussi vu tantôt avec Giovanni, avec des résultats qui nous montrent que des murs sont requis à certains endroits. Alors, la question du bruit qui est produit par le train, oui, elle est importante, mais ce qui est aussi important, c'est
où est-ce que sont les récepteurs, donc où est-ce que vous vous situez par rapport à ce bruit-là. Est-ce que, par exemple, on est dans une situation où on est dans le fond d'un talus, puis que, bon, ça aide à contenir le bruit. Donc, il y a plein de facteurs qui viennent jouer sur ces éléments-là. Et donc, le bruit du train en est qu'un parmi d'autres. Alors, c'est pour ça que cette valeur-là n'est pas la première valeur à considérer. Il faut vraiment considérer l'ensemble de l'environnement dans lequel le train va circuler. Puis, vous savez, juste un exemple, là, le train, il va arrêter, hein, évidemment, aux stations. Donc, c'est sûr que quand le train arrête en station, le bruit, il est pas mal, il est très réduit, alors que quand il circule à la plus grande vitesse, il est plus haut. Alors, le bruit, le bruit que le train va produire va varier en fonction d'où il se trouve aussi, là. Alors, c'est pour ça que la réponse n'est pas aussi simple que ça, mais donc, le train va émettre un bruit qui va varier en fonction d'où il se trouve. Merci beaucoup. Autre question reçue à l'avance qui concerne plus les opérations. Alors donc, je vais les adresser tour à tour à Mme Marie-Michel Paul et M. Mario Beausoleil. Alors, première question, Mme Paul, combien coûtera une passe pour le REM? Est-ce que le REM fera augmenter le tarif de notre passe mensuelle? Bon, qu'en est-il de la tarification? Oui, merci. C'est une excellente question. En fait, je pense que ça doit être une des questions qu'on a reçues le plus depuis qu'on a annoncé le projet REM. Et la réponse, en fait, c'est qu'on ne le sait pas encore. C'est-à-dire que c'est l'Autorité régionale de transport métropolitain, l'ARTM, dont je vais vous reparler un petit peu plus tard aussi, qui est l'organisme qui est responsable de déterminer la grille tarifaire pour l'ensemble des réseaux de transport dans la grande région métropolitaine. Donc, cette évaluation est en cours de leur côté. On aura plus de détails sur les types d'abonnements ou les supports au terme de l'analyse qui va être faite par l'ARTM. Ceci dit, notre intention demeure la même, celle que les tarifs soient comparables à ce qui est payé actuellement pour une distance équivalente. Donc, c'est un dossier à suivre. Merci beaucoup. Une question qui nous avait été adressée en anglais about parking in Bois-Franc. Will it remain the same or is it going to be modified to paid parking? Alors, sur le stationnement à Bois-Franc, est-ce que ça va rester identique ou ça va devenir un stationnement payant? Madame Paul. Oui, en anglais d'abord, j'espère que vous serez indulgents avec moi. Donc, the REM parking lots will be integrated into the ARTM Metropolitan Rate Grid. So discussions are still in progress. It will be possible for us to give you more information when those discussions will be over. Donc, finalement, les stationnements du REM vont être intégrés à la grille tarifaire métropolitaine de la RTM. Les discussions sont toujours en cours. Il va être possible pour nous de vous donner davantage d'informations lorsque ces discussions seront terminées. Merci, Mme Paul. On va vous faire pratiquer votre anglais encore un peu. Will the Bois-Franc station be connected to Orange Line Metro in the next 5 years? Est-ce que la station Bois-Franc sera connectée d'ici 5 ans à la ligne orange du métro? Well, the project is currently being studied by the ARTM. Donc, le projet est présentement à l'étude par la RTM. Merci beaucoup. Une autre question pour vous, Mme Paul. Est-ce qu'il serait possible d'ouvrir la station Bois-Franc en même temps que la station du Ruisseau? En fait, les ouvertures du REM sont prévues en séquence. Pour le moment, les ouvertures sont prévues aux dates présentées aujourd'hui dans la présentation. Donc, automne 2023 jusqu'à du Ruisseau, printemps 2024 jusqu'à la station Pierrefonds-Roxboro. Évidemment, nos équipes continuent leur travail pour tenter d'optimiser les ouvertures du REM. Merci beaucoup. Alors, je vais maintenant, pour les 2 dernières questions qui nous avaient été soumises dans cette section-là d'opération, les adresser à M. Mario Beausoleil. En vous rappelant que vous pouvez toujours continuer à nous écrire. Là, on a une vingtaine de nouvelles questions qui sont entrées puis qu'on va prendre tout de suite après celle-ci. Alors, M. Beausoleil, est-ce que les clôtures sont suffisantes, j'imagine de hauteur suffisante, pour empêcher les gens d'entrer dans l'emprise? Bon, bonsoir tout le monde. Donc, les clôtures, c'est la première barrière pour empêcher une intrusion
dans une zone où il y a des trains qui circulent en mode automatisé. La hauteur, l'implantation des clôtures, c'est quand même une science en soi aussi. Donc, on veut minimiser l'impact, mais en même temps, on veut protéger. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a une deuxième barrière. Une fois franchie cette clôture-là, il y a un système de détection qui est relié au système de contrôle des trains. Donc, qui pourrait arrêter les trains si jamais il y a une détection à l'intérieur. Donc, les deux barrières, une qui est physique, première barrière, et deuxième barrière, une détection qui empêche une collision, par exemple, entre une personne et un train qui circule. Merci. Donc les deux ensemble, c'est suffisant pour assurer la sécurité? Absolument, absolument. Oui. Plus les systèmes sur les trains, bien entendu, de détection d'objets et tout. Donc, il y a plusieurs systèmes qui rentrent en ligne de compte sur la sécurité des mouvements des trains, bien entendu. Merci. Autre question, cette fois-ci sur le système de communication du REM. Est-ce qu'il sera audible pour les riverains de l'emprise ferroviaire? J'imagine qu'on parle des messages qu'on entend comme dans les métros de temps en temps. Qu'en est-il? Bon, sur l'emprise comme telle, à l'extérieur des stations, il n'y a pas de communication qui s'effectue dans la zone. Donc, c'est vraiment concentré à l'intérieur des voitures et également à l'intérieur des stations. Et comme les stations, ils sont fermées, Mme Paul, tantôt, elle expliquait qu'il y a des portes palières à l'intérieur, donc les quais sont fermés par rapport aux voies. Donc, les messages sont concentrés à l'intérieur du bâtiment et on ne croit pas qu'il y aura des sons qui seront audibles à l'extérieur. Merci beaucoup. On avait aussi reçu une question à l'avance sur les travaux. C'est notre dernière question reçue à l'avance. Je l'adresserai à Giovanni Cipolla. Ce sont des questions sur la construction des ponts ferroviaires O'Brien et Toupin. Alors, quand débuteront les travaux? Combien de temps dureront les travaux? Et est-ce que les rues seront toujours accessibles pendant les travaux pour les piétons, les vélos et les autos? Parfait. Donc, le début des travaux est prévu pour le mois de mai de l'année prochaine. La durée des travaux est actuellement, quand on regarde, c'est une durée de 8 mois. Donc, comme je vous ai dit tantôt, les travaux devraient être finis pour 2021. Et pour ce qui est des voies, je vous ai expliqué tantôt qu'on va avoir certaines fermetures d'accotement pour être capable de créer des zones de chantier pour construire les piliers du pont et quelques fermetures complètes ponctuelles afin de faire certaines étapes vraiment critiques de construction, dont l'installation des poutres et peut-être certaines opérations particulières par rapport à la structure du pont. Alors, merci beaucoup. Alors, on va maintenant prendre les questions reçues du public. Je vous le dis d'ailleurs qu'on était tout à l'heure, il y a quelques instants, plus de 120 personnes inscrites. Alors, ça témoigne de votre grand intérêt pour ce projet. Alors, les questions tout à l'heure qu'on a lues, évidemment, il y avait plusieurs personnes qui les avaient posées. On a regroupé des questions. Alors, on n'avait pas toujours le nom de toutes les personnes qui avaient posé ces questions. Mais cette fois-ci, je vais vous identifier les gens qui les posent au fur et à mesure. Donc, la première question qu'on a reçue ce soir, celle de M. Simon Genet. Est-ce que le feu de circulation sur O'Brien va être retiré à partir de janvier 2021? Quand il n'y aura plus de trains circulant sur la voie. Alors, peut-être que Giovanni peut répondre à cette question? On est encore en train de faire l'analyse de circulation dans le secteur une fois tout enlevé. On va être capable de répondre à cette question-là un petit peu plus tard lorsque l'ensemble des analyses vont être effectuées. Merci beaucoup. Alors, une grande question posée par Mme Catherine Valade. S'il n'y a pas de chauffeur dans les trains du REM, comment allez-vous assurer la sécurité à bord du chemin de fer ou des voitures? Alors, qu'en est-il? Alors, je pense que c'est M. Beausoleil qui peut répondre à ces questions sur le mode d'opération puis la sécurité, autant pour la voiture que pour les passagers. Oui, absolument. Les voitures, on dit que c'est un système complètement automatisé. C'est la conduite des trains qui est automatisée. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de personnel des opérations qui ne circulent pas à bord des trains. Donc, déjà, il y a une présence humaine qui sera déployée sur le réseau, si bien en station, aussi bien dans les voitures. Donc, c'est comme des tournées. Il y a des gens qui seront présents. Ensuite, il y a des systèmes. On a des caméras. Chacune des voitures est équipée d'une couverture complète en vidéo. On a également la capture des sons.
On a des moyens de communication également pour les personnes qui seraient à bord des voitures, qui pourront communiquer avec le centre de contrôle, qui est le cerveau du système et qui est toujours en opération. Et il y a toujours un moyen d'aller intervenir également au niveau des trains sur les demandes aussi des passagers ou du personnel qui seront présents dans les voitures, bien entendu. Merci beaucoup. Alors, merci pour votre question, Mme Valade. Une question de M. Gérard Couturier de Montréal. Est-ce que chaque station aura une ou des stations pour accueillir les Bixi? Alors, peut-être M. Ducharme ou Mme Bolduc, à votre convenance, là. Oui, ben peut-être je peux, Chantal, je peux y aller, puis si tu as de l'information complémentaire, tu compléteras, s'il te plaît. Mais on est en train on a une entente avec Bixi pour aménager certaines stations. Je crois que la station Boisfrère fait partie de cette entente-là, mais je ne peux pas vous le confirmer hors de tout doute, malheureusement. Mais Chantal, est-ce que tu es capable de confirmer ou non cette information? En fait, moi, je peux confirmer, Christian, c'est Marie-Michel. Donc, effectivement, c'est notre intention là, qu'il y ait des stations Bixi sur l'ensemble du réseau. Donc, il y a des discussions qui se font en ce sens avec Bixi. C'est sûr qu'il reste encore du temps devant nous là, pour pouvoir confirmer exactement le nombre de stations de Bixi qu'il y aura aux différentes stations du REM, mais c'est clairement, assurément, dans notre intention. Merci beaucoup. Une question de Mme Sylvie Renoux. Les bicyclettes seront-elles admises dans le train? Alors, en opération, M. Beausoleil? Oui, les bicyclettes seront admises selon certaines restrictions qui viennent avec le fait de l'achalandage dans les voitures et la possibilité d'avoir un espace pour installer les bicyclettes. Mais on doit dire que les véhicules, ils sont configurés pour avoir un espace où on peut mettre une bicyclette en toute sécurité à l'intérieur des voitures. Donc, oui, les voitures auront la possibilité d'accueillir les bicyclettes, effectivement. Merci beaucoup. Alors, j'ai toujours une quinzaine de questions là, dans la banque. Je vous invite à continuer à nous en envoyer. Question de M. Hugo Gagnon de l'arrondissement Saint-Laurent. Avez-vous prévu un emplacement ou un accès pour une éventuelle station de métro à la station Boisfrand? Alors, ça, c'est sur le design du peut-être que M. Ducharme peut nous parler de ça. Est-ce qu'on a prévu un emplacement ou un accès pour une éventuelle station de métro à la station? Non, c'est pas spécifiquement prévu, puis je vous dirais que c'est probablement trop embryonnaire pour l'instant pour parler de prévoir un accès spécifique pour ça. Mais comme Marie-Michel, je pense, l'a mentionné, c'est un projet qui est à l'étude par la RTM. Puis il s'agit assurément d'une bonne idée. Alors, si jamais le projet, la ligne orange était prolongée jusqu'à Boisfrand, je suis convaincu que ce ne serait pas une problématique. Merci beaucoup. Question de M. Mathieu Jasmin de Saint-Laurent. Est-ce que l'accès à la station Boisfrand via la rue Wilfrid Reed sera sécuritaire pour les piétons? Présentement, le trottoir et l'accès est très dangereux pour les piétons, surtout l'hiver. Alors, peut-être, Giovanni, en ce moment, pendant les travaux, tu pourrais peut-être nous dire un peu ce qu'il y en est, puis ce qui est prévu aussi pour le futur? C'est sûr qu'il y a une reconfiguration de l'accès Wilfrid qui va être effectuée avec la construction du trottoir à partir de Henri Bourassa. Il y a aussi une nouvelle voie de circulation qui va être construite de Wilfrid Reed qui va aller rejoindre le boulevard Marcel-Lorrain. Donc, il y a un nouveau aménagement qui va être fait le long de la station qui n'existe pas actuellement. Donc, tout ça va être intégré dans le concept final de construction du stationnement. Et qui donc sera encore en phase finale sécuritaire pour les piétons, y compris l'hiver. Merci beaucoup. J'ai Mme Sophie Leclerc qui nous dit bonsoir. Alors, je lui dis bonsoir aussi. Bonsoir, Mme Leclerc. Station Boisfrand. Nous sommes plusieurs résidents de l'Est de la rue Grenet. Nous sera-t-il facile d'accéder à la station sans devoir traverser la rue Grenet à pied, mais plutôt monter par l'escalier existant menant au niveau des rails se situant à l'est de la rue Grenet? Alors,
Peut-être Giovanni, toi qui as bien en tête les travaux. Je peux répondre à la question. C'est juste pour indiquer à tout le monde que l'ensemble des accès qui sont actuellement présents pour accéder au quai de EXO vont être maintenus dans la configuration finale. Donc, les accès qui sont à la rue Grenet, à Marcel-Lorrain vont être maintenus et les personnes pourront circuler avec des trottoirs pour se rendre jusqu'à la station. Monsieur Ducharme, est-ce que vous voulez ajouter des détails ou ça répond à l'essentiel de la question? C'est une très bonne réponse, Giovanni. Une très bonne réponse. Bravo, Giovanni. Question de Mme Mélanie Bosby ou Bosby. Est-ce que les passages piétonniers cyclistes sont prévus pour traverser les voies du REM afin de limiter l'enclavement des quartiers traversés? Alors, des passages piétonniers et cyclistes sont-ils prévus? Je m'excuse, madame, si j'ai mal prononcé votre nom de famille. Alors, passages piétonniers ou cyclistes prévus pour traverser les voies du REM afin de limiter l'enclavement des quartiers traversés. Peut-être, M. Beausoleil, c'est pas mal une question d'opération, ça. Est-ce qu'on peut traverser les rails à pied? Ben, je peux débuter la réponse et je demanderai à Christiane peut-être de compléter pour l'aménagement aux abords des stations. Mais non, les voies du REM ne peuvent être traversées en aucun temps et aucun moment. C'est quand même un système automatisé avec une protection de l'emprise où les trains circulent. Donc, il n'y a pas de passage à niveau, par exemple. Donc, il y a non plus des piétons ou des cyclistes, mais il y a non plus des voitures qui peuvent traverser des voies. Donc, il n'y a pas de passage à niveau nulle part sur l'emprise où les voies du REM seront installées, ni où les voitures circuleront. Et puis, les voitures circulent à quelle fréquence encore? Parce que c'est quand même... j'imagine que ça a un lien avec le fait qu'on veut assurer une sécurité complète. Absolument. À terme, on peut aller jusqu'à 90 secondes d'intervalle sur chacune des voies. Fait qu'imaginez 2 trains à 90 secondes dans chacune des voies. Ça finit par être quelques secondes de moments où il n'y aurait pas des trains ou des rames qui circuleraient. Donc, c'est impossible. Et en plus, avec les automatismes, donc c'est des systèmes automatisés avec des détections. Donc, c'est pas permis, même par réglementation. On a une réglementation qui nous empêche de le faire également. Merci beaucoup. Est-ce que M. Ducharme, il y a des compléments à donner à cette réponse-là sur l'aménagement, par exemple? Oui, puis un complément important, c'est que, juste rassurer tout le monde, là, tous les passages existants sont maintenus. Okay? Ça, c'est important de le comprendre. Là. On ne ferme aucune traverse. Je vais appeler ça, disons, les traverses officielles. Là. Alors, on ne ferme aucune traverse officielle, aucune rue. Les mouvements existants vont être maintenus là, tels que vous les connaissez aujourd'hui. Donc, il n'y a pas d'enclavement supplémentaire de quelque ordre que ce soit. Merci beaucoup. Question de M. Paul Tran de Saint-Laurent. Quelle est la durée de vie prévue du REM? Peut-être question générale, Mme Paul, peut-être? Je vais passer la question à mon collègue Mario Beausoleil. Ah, M. Beausoleil, allez-vous passer la question à quelqu'un d'autre ou vous pouvez y répondre? Non, je vais tenter d'y répondre. Bon, le REM, il y a plusieurs éléments dans le REM. Là. Vous avez des voitures, vous avez un système de voies, vous avez des bâtiments. Donc, la durée de vie est différente en fonction des éléments du REM. Par exemple, les voitures, on parle plus d'une quarantaine d'années, 40-50 ans, qui ressemblent un peu aux voitures qu'on peut retrouver même au métro à Montréal. Donc, c'est une durée de vie qui est quand même très intéressante. Au niveau des voies, c'est beaucoup plus long. Vous le savez, il y a des voies ferrées dans le coin dans l'environnement de Montréal qui sont là depuis plus de 100 ans. Donc, encore une fois, ça ne veut pas dire que l'ensemble des composantes peut durer 100 ans, mais avec un entretien qu'on prévoit faire sur les équipements, il y a une durée de vie très longue, là, très, très longue. Donc, c'est un peu ça. Et le reste, il y a des bâtiments. Donc, des bâtiments avec, encore une fois, de l'entretien. Après 40, 50 années, il y aura des réparations à faire majeures, bien entendu, dues à la détérioration normale des éléments. Mais fondamentalement, on parle d'un système. Si on parle globalement d'un système, c'est plus de 40, 50 ans de durée de vie. Merci. Puis les caténaires, par curiosité, l'alimentation électrique, les poteaux, les fils, ça, c'est combien de temps? Comment ça fonctionne? C'est plus de 40 ans. Certaines composantes, par contre, de caténaires sont remplacées bien avant.
mais comme système. C'est pour ça que c'est une question, c'est un peu difficile de mettre une durée de vie globale et on dit voici, ça va durer tant d'années, mais il y a de l'entretien, il y a du remplacement préventif qui se fera sur certains éléments qui vont prolonger la vie. Donc, voilà, merci beaucoup. Autre question de M. Paul Tran. Pour la station Bois-Franc, quelle est la date de mise en service? Madame Paul, vous en avez parlé tout à l'heure de l'échéancier. Oui, tout à fait. En fait, on parle du printemps 2024 pour la station Bois-Franc, comme pour la station Montpellier. Non, excusez-moi, la station Bois-Franc uniquement. Merci beaucoup. Autre question de M. Tran. Quel est le taux d'assiduité prévu pour le REM? Quelle est la qualité de service à laquelle on peut s'attendre du REM, surtout durant l'hiver? Les pannes prévues, est-ce qu'il y a des pannes permises, est-ce qu'il y a des retards? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, M. Beausoleil, sur ces deux éléments de question? Ce qu'on prévoit, c'est une disponibilité du système 99% du temps. Donc, c'est quand même très élevé comme attente. C'est-à-dire que 99% du temps, il n'y aura pas d'arrêt de service ni de non-disponibilité. Il y aura des ralentissements de service, bien entendu. Vous parliez de l'hiver tantôt, il ne faut pas se le cacher. Il y a quand même des effets. Le verglas peut avoir des effets. Les pannes, la neige, l'accumulation de neige peut avoir des effets, mais on parle plus d'un ralentissement que d'arrêt de service. C'est des systèmes qui sont à la fine pointe de la technologie. On a, par exemple, sur les voitures en avant, il y a des chasse-neige qui sont installés. Il y a également des systèmes, ou plutôt des procédures d'évacuation de la neige, c'est-à-dire des enlèvements de la neige sur certains éléments. On a aussi des réchauffeurs sur des appareils de voie. Donc, les équipements de voie qui permettent de déplacer un train d'une voie à l'autre, donc les appareils de voie qu'on appelle. Il y a des réchauffeurs là-dessus aussi qui empêchent l'accumulation de glace ou l'accumulation de verglas également. Et même dans les cas extrêmes où on aurait une tempête de verglas, par exemple, on a même prévu de maintenir les trains en circulation durant la nuit, chose qui normalement est arrêtée, mais on va permettre de maintenir le mouvement des trains pour empêcher ces choses-là. Donc, tout ça ensemble, tous ces moyens-là qu'on déploie avec la météorologie de la région montréalaise, on croit très sincèrement que 99% sera atteint très certainement. Merci beaucoup. J'ai encore une dizaine de questions dans ma liste et puis je vous invite à nous en soumettre d'autres en utilisant la petite case si vous le souhaitez. Alors, question de M. Argyrios Voutselas. Fréquence des trains aux heures de pointe. Qu'en est-il? D'abord, les heures de pointe puis les autres heures, qu'est-ce qu'il y en est exactement, M. Beausoleil? On parle d'une fréquence de train à l'ouverture de 2 minutes 30 à l'heure de pointe. Donc, à chaque 2 minutes 30, il y aura 4 voitures qui se déplaceront dans le secteur. À l'extérieur de l'heure de pointe, on parle plus de 5 minutes. Il faut rappeler quand même que notre système est quand même prévu et conçu pour atteindre à l'heure de pointe 90 secondes d'intervalle dans le tronçon principal. Donc, c'est quand même une capacité qui est aujourd'hui à la limite de la capacité technologique. On est vraiment à la limite de la capacité technologique, qui est aux alentours de 90 secondes, 85 secondes d'intervalle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Question de Kevin Santiago. Question adressée en anglais et M. Santiago nous demande d'y répondre en anglais et en français aussi. Alors, how will car traffic be affected in the implementation of the Montpellier station? There has already been a rise in traffic on Muir at the intersection of Côte-Vertu, and there has not been changes in the terms of traffic lights or lane configurations. Alors, il veut savoir, M. Santiago, comment la circulation, le niveau de circulation va être affecté suite à l'implantation de la station Montpellier. Il dit qu'il y a déjà une augmentation de la circulation sur Muir à l'intersection de Côte-Vertu et qu'il n'y a pas eu de changement ni dans la configuration des feux de circulation, ni dans la configuration des voies de circulation. Alors, est-ce qu'on a une idée de l'impact sur la circulation? Est-ce que c'est M. Ducharme ou Mme Bolduc? Oui, Mme Bolduc, je pense que tu peux prendre la question. Mme Bolduc? Bien, je
je peux répondre pour la situation finale, c'est-à-dire qu'au retour après la construction, on retourne dans la configuration qui est actuelle. Donc, il n'y aura pas de changement au niveau des accès et feux. Alors, je me questionne à savoir si la question qui est posée est pendant la construction ou pas, mais sauf qu'à terme, les accès sont maintenus tels qu'actuels. Et comme on l'a mentionné pendant dans les premières questions, c'est que le train arrivant de façon plus fréquente, de façon plus régulière, les arrivées et les départs en station des gens qui vont prendre le train vont se faire de façon continue. Alors, il n'y aura pas comme aujourd'hui des arrivées aux 20 minutes, aux 30 minutes concentrées, puis la même chose des départs qui sont concentrés par l'arrivée d'un train à des moments qui sont moins fréquents. Merci. Alors, Mr. Santiago, the configuration of the station after the construction will be the same, and there will be no change in the configuration of traffic lights or lanes. So at the end of the construction, it'll be the same. There'll be probably an improvement because the people accessing to the station will do so in a more continuous manner than getting there at the same time, a bunch of people for an arrival of a train. But I will ask Giovanni. Giovanni, est-ce qu'on peut dire quelque chose sur l'impact sur la circulation pendant les travaux? Parce que the answer was after the work, but we'll ask Giovanni to give you complementary information during the work period, construction period. Up until now, there's been a rise in the level of traffic around the area due to the construction of the Côte Vertu rehab work that has been going on in phase 1, and also because of all the construction work that is going on for the construction of the station. So yes, presently there is a raise in the amount of traffic around the station because that's due to the construction work. Like Chantal said, at the end of the construction, the situation will be reestablished to its initial configuration. And if ever needs so, there's certain analysis that can be done concerning traffic around the station, and there's a reprogramming of the lights that can be adjusted to fine-tune exactly at the end once everything is in service. Merci, Giovanni. Est-ce que tu peux résumer cette réponse en français aussi? Oui, donc effectivement, dû aux travaux de construction présentement, il y a un afflux de trafic un petit peu plus important autour de la station, spécialement dû à la réfection phase 1 du viaduc Côte-Vertu et aussi des travaux de construction pour la station. Mais dans la configuration finale, comme Chantal l'a indiqué, nous allons revenir à la situation pré-travaux. Donc, c'est sûr qu'une analyse peut être faite une fois que les travaux de station sont finalisés afin de faire un fine-tuning de la programmation des feux pour voir si quelques ajustements sont nécessaires une fois le tout finalisé. Merci beaucoup, Giovanni. Alors, merci, M. Santiago, pour votre question. Une question de Sébastien Chartier-Hébert. Est-ce que les fermetures ponctuelles du boulevard O'Brien auront lieu en même temps que les fermetures et entraves sur la rue Grenet et le boulevard Marcel-Lorrain? Alors, la séquence des fermetures ponctuelles. Giovanni, peut-être? Il est encore tôt de répondre à cette question-là. C'est sûr que lorsque on est en train de préparer un plan de gestion de la circulation avec une projection de l'ensemble des chemins de détour lorsque certaines rues sont fermées, il est sûr que si nous remarquons que lorsqu'on développe notre plan de circulation, que les fermetures simultanées de 2 rues sont effectuées, puis ça cause un problème sur la circulation, bien avec l'approbation de la ville, bien, on ne va pas procéder à la fermeture des deux rues. Donc, le phasage va vraiment être fait pour avoir le moins possible d'impact sur la circulation dans les alentours. Et si les fermetures se font juste de nuit, donc c'est sûr qu'en faisant les fermetures de nuit, il y a moins de trafic, donc peut-être possiblement moins d'impact sur la circulation. Merci beaucoup pour cette réponse. Il me reste une dizaine de questions. Il est 8h moins 20. On prévoit finir vers 8h. On devrait être correct. Puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Question de Mme Renou. En cas de panne électrique majeure, exemple une tempête de neige, le verglas, est-ce que les trains circuleront quand même avec un système de génératrice ou autre? Monsieur Beausoleil. Oui, bon,
Comme je disais un peu tantôt, les systèmes sont conçus pour être capables d'opérer dans les conditions météorologiques de la région de Montréal. Donc, pour nous, une tempête de neige, ça fait partie des critères de conception. Donc, c'est pas parce qu'il y a une tempête qu'on pense que ça va arrêter. Au contraire, on croit que lorsqu'il y a une tempête, justement, c'est encore plus nécessaire d'avoir le système REM pour déplacer les gens lors d'une tempête. Donc, nos systèmes sont conçus pour supporter les aléas de Dame Nature dans la région métropolitaine. On n'a pas de génératrices qui ont la capacité de produire une électricité aussi importante que ce que les trains auraient besoin. Par contre, les trains embarqués, d'une façon embarquée, à l'intérieur, ils ont un système de batterie qui permet de maintenir les systèmes de communication, une certaine ventilation également dans les trains, l'éclairage. Donc, les gens sont, malgré le fait que ce soit conçu pour supporter des tempêtes de neige, par exemple, si jamais il y aurait une panne d'électricité au niveau de la région métropolitaine, les gens sont quand même en sécurité dans les trains et dans les stations également. Mais pour ce qui est des mouvements des trains, c'est malheureusement pas possible de remplacer l'énergie électrique produite par Hydro-Québec pour la traction des trains. Merci beaucoup. Question de Dirk Koyman. Donc, il n'y aura pas de protection sonore pour les riverains entre Dutrissac et O'Brien. Peut-être, M. Ducharme, est-ce qu'il y a un mur anti-bruit de prévu entre Dutrissac et O'Brien? Oui, c'est une bonne observation parce que de l'autre côté, vous avez la personne qui pose la question a sûrement remarqué qu'il y en avait. La raison qu'on ne l'a pas montré, c'est qu'on est toujours en train d'analyser la portion à l'ouest de la station. Donc, je dirais que, en bon français, le cut-off, pour l'instant, nos analyses étaient à l'est. Alors, mon impression, puis c'est pas une promesse, là, mais j'ai l'impression qu'on aura besoin de quelque chose aussi dans ce secteur-là, mais on va être capable de vous le confirmer un peu plus tard. Donc, voilà. Merci beaucoup. Question de Alex Sadov. Est-ce que l'entrée à la gare Bois-Franc sera possible du côté nord-est seulement et pas du côté nord-ouest où se trouve présentement une piste cyclable? Alors, M. Ducharme, peut-être? Oui, peut-être Chantal. Je peux le prendre, oui. Je ne sais pas si on peut mettre le plan d'implantation. Est-ce que c'est compliqué de mettre à l'écran? C'est faisable, c'est juste que ça prend quelques secondes. Alors, si vous pouvez commencer je vais parler, mais si jamais il apparaît, ça pourra donner visibilité. Donc, la piste cyclable, là, je pense que on fait référence à celle qui relie le boulevard Keller à l'entrée de la station. Donc, cette piste cyclable, une piste multifonctionnelle, là, mènera jusqu'à l'entrée de la station, qui est effectivement, si on regarde la façon que la station elle est faite, l'accès est effectivement au nord-est du bloc de la station. Mais la piste cyclable y mènera, de même qu'il y aura des supports à vélo pour tout près de l'entrée. Alors, merci beaucoup. Alors, la piste cyclable, le boulevard Keller, du fait que la station est un petit peu plus à l'ouest du boulevard Marcel-Lorrain aujourd'hui, on voit où est-ce qu'il y a un petit triangle, que l'accès piéton-vélo nous amène à l'accès qui est effectivement nord-est, là, au niveau de la station ou du bâtiment en lui-même, mais sauf que c'est un accès qui est relativement direct. Merci beaucoup. Question de M. Éric Paquet. Qui s'occupera de l'entretien des terrains situés entre les clôtures REM et les clôtures privées? Alors, M. Beausoleil, c'est une question d'opération. Comment on gère ça, l'entretien de ces terrains-là, entre les clôtures du REM et les clôtures privées? Notre entretien, c'est pour le site du REM complet. Donc, bien entendu, ça comprend la clôture. Donc, de part et d'autre de la clôture, il faut faire un entretien. Maintenant, c'est bien entendu, dans certains secteurs, notre emprise peut être très loin quand même d'une clôture riveraine. Donc, cet espace-là, c'est le propriétaire de cet espace-là qui doit entretenir ici. Mais on doit vous dire qu'aux abords de la clôture, et si le terrain est sur le site propriété donc il sera entretenu par nos opérateurs, nos mainteneurs. Merci. Il y a eu un petit grichement là, pendant que vous répondiez, mais je pense que la réponse a été quand même clairement comprise. Là, vous faites l'entretien près des clôtures, mais si ça déborde énormément, il se peut que ça soit au propriétaire riverain. Est-ce que j'ai bien compris? Parce qu'il y a eu un petit grichement. Absolument. Merci. Oui, absolument. C'est bien ça.
C'est bien ça. Merci beaucoup. Question de Stéphane Loubert. Il demande, y aura-t-il des bornes électriques, circuits électriques aux stations? J'imagine on parle de bornes de recharge de voitures. Alors, M. Beausoleil, à moins que je me trompe, là, les bornes électriques, circuits électriques, est-ce que c'est pour les voitures? Il y en aura aux stations. Peut-être que je peux répondre à cette question-là. Oui, ben oui. Puis si Christian a des compléments à apporter ou Chantal pourront le faire, mais effectivement, il est prévu qu'il y ait des bornes pour la recharge de voitures électriques aux stations. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, question de Jeff McDonald. Est-ce qu'un espace couvert pour laisser un vélo sans risque de se le faire voler est prévu à la station Bois-Franc? Alors, sur peut-être Mme Bolduc ou M. Ducharme, est-ce que c'est des espaces vélos sont couverts? Est-ce qu'il y a des mesures de sécurité pour éviter les vols? Donc, on prévoit des espaces pour des sports à vélo. La moitié des sports à vélo qui sont fournis vont être couverts, mais ne seront pas fermés. Donc, c'est pour les protéger des intempéries davantage que pour assurer une protection anti-vol complète. Merci beaucoup. Je peux ajouter aussi pour la question du vol. On ne peut rien garantir, bien sûr, mais il y a beaucoup de caméras qui vont être installées dans la station, puis aussi dans sa périphérie. Alors, ça va, à mon avis, certainement décourager les cambrioleurs. Merci beaucoup. Et on a toujours 5 questions dans ma liste. Question de Jean-Marc Laurent. Bonjour, bonsoir. Que se passe-t-il en cas d'intrusion sur la voie? Alors, M. Beausoleil, d'abord, est-ce que quelqu'un peut rentrer sur la voie? Puis, si jamais qu'ils le font, qu'est-ce qui se passe? Ben, je vais prendre un peu ce qu'on disait tantôt. L'emprise du REM, donc, de chaque côté des voies, il y a une clôture, donc une barrière physique pour empêcher justement cette intrusion-là. Mais malgré cette clôture, qu'on ne voulait pas quand même 20 pieds de haut, là, donc on a mis une certaine hauteur régulière, si on peut dire. Par la suite, il y a une détection. Donc, si quelqu'un franchit cette première barrière-là et rentre sur l'emprise, il y a une détection de cette personne-là. À ce moment-là, il y a des caméras qui sont pointées sur l'endroit et il y a une communication avec le train pour arrêter le train pour ne pas qu'il y ait de collision. Et le personnel d'opération est dépêché sur les lieux avec l'information qui sera captée par les caméras d'intrusion, dans le fond. C'est des caméras qui nous permettent, à distance, de voir partout sur l'emprise ce qui se passe sur l'emprise. Merci, mais moi, je vais ajouter une question, ma curiosité personnelle. Là. Quand un train arrête comme ça parce que quelqu'un est rentré, est-ce que c'est tous les trains de tout le réseau qui arrêtent ou c'est seulement celui-là, puis après ça, il reprend sa place dans la fréquence? Comment ça fonctionne? Non, c'est seulement le train dans le secteur où il y a eu une intrusion. C'est pas une alarme d'intrusion qui dit qu'il y a quelqu'un sur les 68 km. Là, on a 68 km presque là, de voies. Donc, il y a des coupons, il y a des secteurs, c'est tout saccadé. Donc, à ce moment-là, c'est les trains du secteur. Dans le fond, ce qu'on veut protéger, c'est la collision entre un train et une personne qui aurait malencontreusement fait une intrusion sur notre réseau. Donc, on ne veut pas que ça arrive. Donc, c'est dans la région immédiate. Merci beaucoup. Question de Mme Danielle Dansereau. Pourquoi la voie de droite d'Henri Bourassa vers l'est doit-elle encore être fermée pendant un certain temps l'an prochain? Alors, Giovanni, ça concerne les travaux, j'imagine. Alors, oui. Pourquoi on doit la fermer? On doit fermer la voie de droite sur Henri Bourassa en raison de la proximité des travaux de la station au boulevard Henri Bourassa. On doit toujours garder une zone tampon afin de garder une zone de sécurité entre la circulation automobile et la zone de chantier. Autre chose que je veux juste préciser aussi, parce que des fois, je me fais poser la question par rapport à la longueur de la fermeture de voie. La longueur de la fermeture de voie est beaucoup causée en raison de la visibilité, puisque c'est en une courbe verticale et horizontale dans ce secteur-là, et c'est pour ça qu'il y a une si longue fermeture de la voie. Merci beaucoup. Question de Manef Zidi de Saint-Laurent. Bonjour, j'ai compris que la STM va reconfigurer ses trajets d'autobus autour des stations REM. Est-ce le cas pour la gare de Bois-Franc? Est-ce que les bus vont avoir un arrêt à l'intérieur du parking en face de la gare
ou l'arrêt sur Henri Bourassa comme actuellement. Alors, qu'en est-il? Madame Paul, vous avez parlé un peu des projets de la STM de reconfigurer son réseau. Est-ce que vous pouvez l'aborder? En fait, avec plaisir. Donc, effectivement, la reconfiguration du réseau de la STM, ça vaut pour l'ensemble des stations du REM là, situées sur le territoire de la STM, donc pour la station Montpellier-du-Ruisseau, Bois-Franc aussi. Pour ce qui est de la question de la configuration, par contre, je vais passer la parole à Christian ou à Chantal. Alors, est-ce qu'on en sait plus, M. Duchamp? Oui, je peux certainement répondre. Le plan, c'est que les autobus se rendent à la station. C'est vraiment ça notre volonté. On est d'ailleurs en train de discuter avec la Ville de Montréal sur comment le faire. Différentes solutions ont été mises sur la table, dont une qu'on regarde, qui est d'ajouter un feu de circulation là, pour faciliter une manœuvre là, de Marcel-Lorrain vers la nouvelle rue, la rue qui est... C'est difficile, pas de plan de vous l'expliquer, là, mais vers la rue qui donne sur les boucles d'autobus. Donc, l'intention, c'est définitivement que les autobus, oui, se rendent à la gare. Merci beaucoup. Il me reste 4 questions. Alors, on est dans les temps. Et puis, s'il y en a des gens qui ont encore une question ou deux, allez-y, sans problème. Alors, Charles-André Pouliot pose la question suivante. Le REM devant être approximativement en service de 5 heures le matin à 1 heure le matin, 7 jours sur 7, 5 heures AM à 1 heure AM, 7 jours sur 7. Sera-t-il possible qu'il y ait un service prolongé de façon ponctuelle les vendredis, les samedis soirs ou lors d'événements? Le métro de Montréal est en service toute la nuit lors de la Nuit blanche ou du Festival Montréal en lumière. Alors, c'est quoi les horaires exacts d'opération, M. Beausoleil? Puis est-ce qu'il y a lieu de le prolonger à un certain moment dans l'année? Donc, vous avez tout bon. Ça ressemble pas mal à ça, les horaires, bien qu'ils sont en train de se raffiner en fonction des branches. Ce qu'on tente de faire, c'est d'avoir le maximum de services tout en gardant quand même une plage. C'est très... vous avez une analogie très près avec le métro de Montréal. Vous savez, la nuit au métro de Montréal, on fait de l'entretien des voies. Donc, si on est toujours en opération, il n'y a pas de possibilité de faire de l'entretien des systèmes et des voies, chose qui est essentielle à faire. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle on ne roule pas toute la nuit, toujours. Ceci étant dit, effectivement, lors d'événements spéciaux, tout comme au métro à Montréal, il y aura une possibilité de rouler 24 heures sur 24. C'est quand même exceptionnel, on doit le dire, mais oui, la possibilité est là. Il n'y a pas... on n'a pas un contrat d'électricité qui se ferme à 1 heure dans la nuit. Là, c'est pas ça. C'est une décision opérationnelle de fermer pour faire l'entretien. Mais lors d'événements tels la Nuit blanche, par exemple, il est tout à fait probable qu'on s'ajuste avec la RTM, bien entendu, qui gère aussi les horaires au niveau du métro en termes de possibilités. Donc, on va s'ajuster, effectivement. Alors, merci. Je suis sûr que M. Pouliot a hâte de retourner à la Nuit blanche et au Festival Montréal en lumière. On va espérer que la COVID nous donne l'occasion de retrouver le plaisir de ces festivals-là. Il me reste quelques questions. Celle de M. Luc Anna. Combien de places assises dans les trains, dans les voitures? Donc, je vais me permettre de répondre. Oui, il y a 100... Oui, il y a 128 places assises dans les rames, à chaque rame. Donc, à l'ouverture, à chaque 2 minutes 30 d'intervalle, il y aura 128 places disponibles dans les trains, à chaque rame. Assises. Et debout? Assises, oui. Et debout, debout, il y en a un peu plus. Il y en a un peu plus debout. La capacité d'une rame est calculée pour le bien de la planification du service à 600 personnes par rame. Mais on a une capacité au-delà de 780 par rame. Donc, vous voyez qu'on planifie un service avec moins de gens pour avoir plus de latitude si jamais il y a plus de gens qui arrivent à la dernière minute ou qu'il y a une augmentation soudaine d'achalandage. Merci beaucoup. Question de Mme Danielle Sauvé. L'accessibilité du REM pour les personnes à mobilité réduite, étudiée également, incluant des mesures pour la sécurité pour les personnes non-voyantes ou
ou malentendante. Ah oui, bien, Madame Paul, vous avez parlé là, de l'accessibilité, ou Madame Bolduc. Qu'en est-il? Qu'est-ce qu'on prévoit exactement pour les personnes non-voyantes ou malentendantes? En fait, effectivement, là, la mobilité réduite et l'accès universel, là, c'est pour tous, là, peu importe le handicap. Mais je vais passer la parole à Chantal Bolduc, là, qui a travaillé spécifiquement sur ce dossier-là. Il y a de nombreuses mesures là, qui sont prises en place pour rendre nos stations accessibles à tous. Ça va de débarcadères de transport adaptés à rampes, à ascenseurs, à espace où est-ce que tout obstacle sera détectable, à parcours tactile, à messages sonores, à braille sur les éléments signalétiques. Alors, il y a un ensemble de mesures qui sont faites pour favoriser l'accessibilité. C'est certain que lorsqu'on regarde la conception, on évalue le parcours afin que celui-là soit le plus direct, le plus fluide, le plus sans obstacle pour les gens qui ont besoin d'un support dans leur déplacement. Alors, c'est quelque chose qui est analysé là, pour chacune de nos stations. Je ne sais pas si vous avez un complément. Oui, merci beaucoup. C'était un excellent complément. Question de Ania Kazi de Roxborough. Parlant de pistes cyclables, est-ce qu'on pourrait imaginer une piste qui part de Roxborough en longeant la voie ferrée et se rend le plus loin possible? Alors, qu'en est-il d'un projet de prolonger ou de créer des nouvelles pistes cyclables? Alors, ça concerne le REM, mais ça concerne un peu la ville. Oui, je peux peut-être tenter quelque chose. Oui, vas-y, M. Duchamp. Oui. C'est une demande que la ville nous a faite. Alors, on la regarde avec eux. Puis, on est ouvert à le considérer. Il faut juste... ce qu'on va devoir considérer, c'est l'espace qui reste. Donc, sur l'emprise du REM, il y a les voies ferrées, il y a aussi les systèmes de drainage, il y a les caténaires, il y a les sous-stations électriques. Donc, on est en train de compléter la concession détaillée de chacun des tronçons. Puis, au terme de l'exercice, on va être capable de dire, y a-t-il des bouts pour lesquels ça fait du sens d'avoir une piste cyclable? Alors, la réponse, encore une fois, on ne peut pas vous la donner ce soir, mais c'est quelque chose qui est à l'étude chez nous avec la Ville de Montréal. Merci. Il me reste 2 questions dans ma liste. Celle de M. Robert Machiotra. Station Bois-Franc. Est-ce que l'entrée pour voiture du stationnement principal sur Marcel-Lorrain est à double sens, entrée et sortie? Alors, est-ce que l'entrée pour voiture du stationnement principal sur Marcel-Lorrain est à double sens? Je ne sais pas si, M. Duchamp, vous avez réponse à cette question. Ah, mais je laisserai Chantal répondre. Chantal? Oui. Non, malheureusement. Donc, si on arrive du nord pour prendre l'accès par Marcel-Lorrain, ça va être un accès qui est planifié pour voitures et autobus. Et si on arrive du sud, c'est le feu qui est présentement à l'analyse sera seulement un virage à gauche pour autobus. Si on veut sortir maintenant vers Marcel-Lorrain, donc la sortie sera réservée aux autobus. Donc, les sorties voitures devront se faire par Wilfrid Reed pour les autos. Merci beaucoup. Alors, c'est une réponse précise à la question de M. Machiotra. Il me restait une question, mais là, finalement, il y en a 2 autres qui s'ajoutent. On est rendu à 3. Alors, Amine Bousso-Farah pose la question suivante. Vous prévoyez implanter une nouvelle intersection sur Marcel-Lorrain entre le pont et Henri Bourassa. Avez-vous prévu l'impact sur cet axe et sur le réseau routier aux abords? Alors, M. Duchamp, peut-être? Oui, je peux prendre la question. C'est encore une fois une bonne question. Et si vous avez raison, c'est pas un endroit qui est simple à gérer. On est bien conscient des problématiques de circulation dans le secteur. Puis on est en train justement de regarder la programmation des feux, comment ça doit être fait pour éviter que, d'envenimer la situation davantage. Alors oui, on en tient compte. Puis on va s'assurer que l'impact soit le plus faible possible. Merci beaucoup. Alors, les questions continuent d'entrer. On en a 4 maintenant. René Bergeron, Station du Ruisseau. Est-ce que le petit terrain vacant entre Henri Bourassa et le REM
à l'est sera aménagé avec des plantations d'arbres ou autres. Je m'excuse, là, il y avait des petites, des minuscules et des majuscules. Alors, est-ce que le petit terrain vacant entre Henri Bourassa et le REM à l'est sera aménagé avec des plantations d'arbres ou autres? M. Ducharme, est-ce qu'il y a un aménagement prévu dans ce point-là? Malheureusement, je n'ai pas la réponse. Un peu trop précis. Chantal, est-ce que tu aurais par hasard c'est que je suis pas certaine de savoir de quel terrain on parle. C'est ça qui m'embête. Donc, si on est à l'intérieur d'un site REM, effectivement qu'il y a de l'intégration urbaine qui va être faite. Mais là, il y a des terrains-villes là, qui sont à proximité de nos espaces là, à la station du Ruisseau. Et donc, j'aimerais peut-être rester un peu vague par rapport à... Ouais. Je proposerais... Oui, je pense qu'on y allait avec la même solution, là, Pierre. Là. Donc, M. Bergeron peut tout à fait communiquer avec notre équipe de relations avec la communauté là, via le info@rem.info, puis spécifier sa question, puis à ce moment-là, ça va nous faire plaisir de lui répondre. Exactement ce que j'allais proposer. Alors, quand on connaîtra un petit peu mieux le terrain dont vous parlez, là, on pourra vous donner la réponse. Question de M. Philippe Cassista-Ruet, d'Annecy Quartier-Ville. Est-ce que les accès aux stations Bois-Franc et du Ruisseau prévus pour les résidents de Quartier-Ville seront réaménagés? Alors, ces accès, M. Ducharme ou Mme Bolduc. Station Bois-Franc et du Ruisseau, mais pour les résidents de Quartier-Ville. Est-ce qu'on les réaménage? Oui, ça, c'est la partie au nord, Chantal. Es-tu capable de répondre à ça? Oui, pour Bois-Franc, en fait, là, Giovanni a déjà répondu tantôt, donc je vais répéter. Les accès existants, là, que l'on parle au niveau de Grenet, au niveau de Marcel-Lorrain, au niveau boulevard Keller, sont maintenus. Donc, il n'y a pas de nouveaux accès, mais les accès qui sont là sont tous préservés. Pour du Ruisseau, la station du Ruisseau, là, on a parlé du passage qui allait relier Henri Bourassa, de la rue du Trissac jusqu'à Jean Massé. Donc, l'accès par Jean Massé permet aussi un accès à la station du Ruisseau au moyen d'un transport actif, piéton, vélo. Donc, ça va être les modes pour arriver à la station. Merci beaucoup. On arrive à 8 heures, mais il ne me reste que 2 questions. Alors, je pense qu'on va déborder un petit peu et on va prendre le temps d'y répondre. Celle de M. Jean-Marc Laurent. Comment le personnel va-t-il communiquer en opération? À l'aide de GSM? Point d'interrogation. Alors, M. Beausoleil, d'abord, GSM, je ne sais pas ce que c'est, moi, mais vous connaissez peut-être ça. Comment le personnel communique-t-il? Bon, le personnel, comment il communiquera? Il y a plusieurs réseaux de communication qui seront présents dans le REM. Il y a un réseau radio avec ondes radio, c'est-à-dire des radios opérationnelles. C'est sur des ondes radio. Il y aura également le déploiement des réseaux cellulaires aux endroits où le réseau n'est pas accessible. Et il y a également un réseau Wi-Fi qui sera installé partout dans le réseau. Donc, il y a plusieurs façons que les opérations se dérouleront en termes de communication. Donc, on a également les téléphones, on a de la téléphonie filaire qui est sur la base d'IP, pour ceux qui connaissent un peu ça. Donc, plein de moyens de communication. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en opération également, les communications sont tous enregistrées. Donc, toutes les communications sont enregistrées pour fin de qualité. Et aussi pour colliger lorsqu'il y a des événements spéciaux qui peuvent arriver dans les stations. Donc, il y a plusieurs moyens de communication. GSM, c'est un des moyens de communication là, qui s'apparente au cellulaire. Là. Donc, voilà. Merci beaucoup. Dernière question sur la liste, celle de Mohamed Amin Hadi. Dans les stations, y aura-t-il les mêmes mesures sanitaires, désinfectées dans les trains, les stations, etc., même après la pandémie? Aussi, y aura-t-il des cafétérias et d'autres facilités sur place dans la station de Montpellier? Dépanneurs, cafétérias. Qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs dans ces stations-là comme facilité là, pour les usagers? Alors, M. Beausoleil, je pense, c'est des questions d'opération.
Oui, je peux prendre une partie de la question. Donc, effectivement, il y a du nettoyage, on peut dire, là, qui se fait régulièrement, quotidiennement. De plus, il y a du personnel, comme on disait au début, il y a du personnel déployé dans les stations qui iront également dans les trains. Donc, il y aura du personnel en tout temps d'opération sur le réseau, que ce soit dans les trains ou dans les stations. On a aussi des indicateurs de performance qui sont très précis sur la qualité, la salubrité, par exemple les planchers, les vitres. Donc, on a des indicateurs de performance à vérifier de notre côté, bien entendu. On a également tous des processus qu'on met en place pour vérifier si la qualité est présente. Donc, on a des clients mystères aussi qui vont aussi cheminer dans les stations pour voir si le personnel a, par exemple, son uniforme bien en place et est capable de communiquer très clairement avec les clients. Pour ce qui est des facilités, on ne prévoit pas pour l'instant de facilités de dépanneurs un peu comme vous voyez dans certaines stations de métro là, qui sont grandes. Là. On ne prévoit pas d'une façon générale d'avoir à ce stade-ci ce qu'on appelle des dépanneurs, si on peut les appeler comme ça, dans les stations. Merci beaucoup. Alors, ça fait, à moins qu'il y ait de compléments à cette réponse à donner, ça fait le tour des questions qu'on a reçues. Alors, je vous informe que nous avons été au plus fort de cette assemblée, 177 personnes en ligne, ce qui est vraiment exceptionnel et qui témoigne de votre intérêt pour cette nouvelle infrastructure qui va changer la vie de tous les Montréalais, mais vous plus particulièrement dans vos arrondissements. Alors, il me reste à vous remercier de votre présence et de cette très nombreuse participation. Je veux aussi remercier, pendant qu'on met à l'écran les coordonnées pour rejoindre l'équipe du REM, je veux aussi remercier l'équipe du REM, l'équipe de Nouvelle Ère, nos présentateurs, les gens qui ont organisé la logistique d'Educast Pro de cette assemblée. Je vous rappelle que la captation vidéo de cette assemblée sera disponible sur le site web du REM sous l'onglet « Événements » dans les prochains jours. De même que les rendus, la présentation, vous pourrez les consulter sous l'onglet « Station ». Alors, il me reste à vous souhaiter à tous une bonne fin de soirée, une joyeuse période de préparation des fêtes qui seront plus tranquilles, comme notre premier ministre l'a annoncé aujourd'hui, mais qui seront heureuses, je vous le souhaite en tout cas. Bonne fin de soirée à tous et à toutes et merci encore de votre participation. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.